Allô, bonjour tout le monde. Désolée pour le court problème technique. Je recommence si tout le monde ne m'entendait pas. Donc, merci à tous de vous joindre à notre webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Josée Denis-Robichaud et je travaille avec l'équipe d'Acer qui organise cette série d'événements en collaboration avec les producteurs laitiers du Canada, dont Amy fait partie et m'a sauvée d'une longue présentation longue que personne n'entend. Aujourd'hui, on organise le 11e événement de cette série qui met en lumière des chercheurs et des projets de recherche en production laitière de partout au Canada. À la fin de l'événement, je vais vous présenter les détails de la prochaine présentation. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la caractérisation des biofilms microbiens et leur impact sur la qualité du lait et du fromage. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous organisons cet événement sous forme de réunion Zoom traditionnelle. Ça signifie que vous avez la possibilité d'utiliser vos caméras et vos microphones, mais pour une meilleure qualité audio, là, nous vous demandons de ne pas activer les micros jusqu'à ce que vous soyez invité à poser une question ou à faire un commentaire. Je vous invite à envoyer toutes vos questions à un membre de l'équipe, donc soit Erin Wendan, Julia Sarceni ou moi-même dans le chat, aussitôt que vous y pensez pour qu'on n'oublie pas. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions posées à la fin des 4 présentations, donc pendant la période de questions. Contrairement aux réunions précédentes, et comme vous pouvez l'entendre en ce moment, nos intervenants présentent principalement en français aujourd'hui, à l'exception de notre deuxième présentatrice qui fera sa présentation en anglais. Au moment venu, je vais vous communiquer les instructions pour accéder à la traduction si vous en avez besoin. For those of you who would like to hear this in English, you can access the English interpretation feature by clicking on the interpretation globe at the bottom of your screen and select the English language option and mute the original audio so you don't hear me in the background. Si vous avez besoin d'aide avec les fonctionnalités techniques durant la réunion ou si vous avez des questions, je vous invite à contacter Carly Wright, Julia Sarceni ou moi-même dans la fonction de chat au bas de votre écran. Donc, on pourra vous aider là, à ce moment-là. Veuillez également noter que cet événement se terminera à 14h heure de l'Est et comprendra des présentations individuelles de 4 chercheurs ainsi qu'une courte séance de questions. J'aimerais maintenant laisser la parole à Amy Desilets qui présentera les remerciements des producteurs laitiers du Canada. Donc, merci Josée. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Amy Desilets, directrice adjointe à la recherche aux producteurs laitiers du Canada. Je voulais vous remercier de vous être inscrits pour le webinaire aujourd'hui, qui est le 11e là, de la série qui a été initiée à l'automne passé. Puis, cette série de webinaires-là a vraiment été lancée dans le but de mettre en valeur les équipes et les résultats de différents projets de recherche qui ont lieu à travers le pays. Puis, cette initiative-là, elle est rendue possible grâce au support financier des PLC, mais aussi de nos partenaires tels que Novalet et Agriculture Canada. Je voulais aussi remercier nos conférenciers d'aujourd'hui et l'équipe d'Acer qui est responsable de l'organisation de tous ces webinaires. Donc, sur ce, je te redonne la parole, Josée, pour probablement introduire nos conférenciers. Merci. Bonne écoute. Merci beaucoup, Amy. En effet, je vais vous présenter les présentateurs juste avant leur présentation, mais j'aimerais aussi vous présenter un partenaire de ce projet de recherche qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc, les 2 principaux investigateurs du projet sont Dr Denis Roy et Dr Evelyne Guévremont. Denis Roy est professeur titulaire en sciences des aliments de l'Université Laval depuis 2003 et maintenant doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. C'est entre autres pourquoi peut-être il ne se joint pas à nous aujourd'hui et je pense qu'il est un peu occupé. Il dédie sa carrière à l'étude de l'écologie des communautés microbiennes présentes dans les aliments et le microbiote intestinal grâce aux approches multi-omiques de pointe. Et il est également responsable de l'axe 3, étude du microbiote du lait DOPLAIT, le regroupement de recherche pour le lait d'une qualité optimale.
Comme je vous ai dit, il n'est pas présent aujourd'hui, mais sa contribution à l'entièreté du projet était majeure. Je vous présente maintenant notre première présentatrice, Dr. Evelyne Guévremont. Elle est chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis 2005. Ses propos portent sur l'élimination des menaces bactériennes en agriculture agroalimentaire. Les domaines d'expertise de Dr. Guévremont comprennent l'évaluation de la distribution des bactéries pathogènes pour l'homme dans la production et transformation des produits d'origine animale, la caractérisation des bactéries à l'aide d'outils de biologie moléculaire et de développement de stratégies pour gérer le risque de transmission bactérienne dans la chaîne alimentaire. Evelyne sera notre première présentatrice aujourd'hui. À vous la parole, Dr. Guévremont. Merci beaucoup, Josée. Merci à tous pour ces présentations. Donc, je vais me lancer dans le gouffre technologique en essayant de partager mon écran. Donc, je vais le mettre en mode plein écran. Ça ne sera pas très long. Je suis plus à l'aise dans un laboratoire que derrière la technologie. Donc, je pense que c'est bien. Si jamais il y a quelque chose, faites-moi signe. Bonjour, bienvenue à tous. C'est vraiment une opportunité incroyable pour moi cet après-midi de pouvoir vous parler de ce projet-là qui est super intéressant. Je m'appelle Evelyne Guévremont. Comme Josée l'a mentionné, je suis chercheure à Agriculture Agroalimentaire Canada et co-chercheur responsable de ce projet de recherche-là avec Denis Roy. Effectivement, avec son emploi chargé, Denis ne pouvait pas être ici, mais je pense que sa passion et son dévouement pour la production laitière rayonnera parmi nous tous aujourd'hui, j'en suis convaincue. Donc, vous pourrez voir et apprécier le travail qu'il a coordonné dans les dernières années au fil de la présentation. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une portion d'un très gros projet qu'on a mené dans les dernières années qui porte sur la caractérisation des biofilms microbiens. On va focuser sur une petite équipe d'un élément un peu important du projet qui était la cartographie, si on peut dire, des biofilms. Et je voulais commencer par faire peut-être une petite analogie. On est tous maintenant très familiers avec Google Maps. Puis, si vous avez déjà vu le petit véhicule qui se promène dans les rues pour prendre des photos et de l'information sur toutes les routes qui nous entourent, on essaie un peu de construire la même chose, pas avec la même envergure, mais quand même, on commence à ce niveau-là. C'est-à-dire, l'idée était de prendre des photos de différents endroits dans les fermes laitières et dans les entreprises de transformation pour voir un peu quelle est l'image des biofilms qui nous entourent et qui pourraient avoir un impact sur la qualité du lait en cours de parcours. Donc, comme on sert beaucoup de Google Maps pour trouver notre chemin, on espère qu'avec l'information qu'on va vous transmettre aujourd'hui, on va pouvoir tous collectivement trouver notre chemin pour bien gérer les biofilms présents en production alimentaire et assurer un lait de qualité pour la population canadienne. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous définir un peu c'est quoi les biofilms et leurs effets. Ensuite, mes collègues vont prendre le relais pour vous expliquer un peu de quoi ils ont l'air, les biofilms en production, en transformation laitière, et comment ça peut influencer la suite de notre travail à tous. Donc, pour faire un travail de cette ampleur-là, avec, comme je mentionnais, autant de passion que Dr. Roy a réussi à insuffler dans toutes les personnes qui ont travaillé avec lui au fil de sa carrière, je ne peux pas passer sous silence toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au projet. Donc, je vous présente un petit visuel des personnes un peu plus académiques, donc des universités, des centres de recherche et aussi les étudiants qui apportent un apport contributif majeur au projet de recherche. Mais je voudrais souligner aussi en arrière-plan, parce qu'on n'a pas pu prendre des photos de vous tous, mais tous les producteurs laitiers et tous les intervenants qui ont collaboré à nous permettre d'échantillonner sur les sites, c'est vraiment ce qui fait une grosse différence parce que ça nous permet d'avoir vraiment une image sur le terrain de ce qui se passe. Donc, merci à vous tous.
Et merci aussi à Novalet, à tous les organismes impliqués dans le projet au niveau du financement ou du rayonnement. Et merci aussi à Acer pour l'opportunité aujourd'hui de présenter ces travaux très intéressants. Donc, sans plus tarder, je commencerai peut-être juste par un petit quiz, si on peut dire. C'est très simple. Si vous voyez dans la barre au bas de votre écran, ou dépendamment là, du visuel que vous avez une petite capsule qui dit « Réaction, émotion ». Donc, si vous êtes capable de trouver cet endroit-là et me signifier juste par un pouce en l'air ou non, est-ce que vous êtes familier avec les biofilms? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la première fois que vous en entendez parler? Un petit peu. Donc, c'est assez variable. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment vous expliquer de façon très générale ce que sont les biofilms. Et mes collègues vont aller un petit peu plus en détail sur les observations qu'on a faites. Donc, brièvement, les biofilms, probablement le plus populaire qu'on connaît, c'est la plaque dentaire qu'on a tous sur nous. Donc, l'espèce de sensation un peu gluante qu'on a à l'occasion, c'est un biofilm. Donc, c'est une matrice visqueuse qui contient des bactéries, des nutriments, différentes molécules chimiques. Et c'est un environnement qui permet aux bactéries de se protéger de l'environnement hostile et de survivre dans différentes conditions. Donc, idéalement, 2 fois par jour, on devrait brosser nos dents pour éliminer le biofilm, pour éviter qu'il se développe un peu trop. Comme vous voyez sur l'image, ça va commencer par petit, mais au fil du temps, les bactéries vont se multiplier, ça va grossir. Quand ça devient assez important, il y a des particules qui peuvent se détacher et ensuite de ça, aller s'installer dans différentes structures ou créer des dommages, pour garder un peu l'exemple de la plaque dentaire. Donc, en l'éliminant fréquemment, ça nous permet de garder au minimum le contrôle sur le développement du biofilm. Si on fait le parallèle avec la production laitière, à chaque fois que vous faites du lavage, des infections, c'est ce qu'on vise aussi, c'est d'aller enlever ce biofilm-là pour éviter que les bactéries persistent dans l'environnement et se transmettent par la suite à notre produit de consommation humaine. Donc, juste pour voir que j'oublie rien, ce que je voulais mentionner, c'est que il y en a vraiment partout des biofilms, c'est vraiment fréquent dans différents environnements, mais par contre, les types de populations microbiennes, les bactéries, les levures, les moisissures qui sont présentes, elles vont varier. Donc, ce qu'on voulait capturer dans ce projet-là, c'est un peu qui se retrouve dans ces biofilms-là en production laitière et un peu essayer de mieux les comprendre pour pouvoir intervenir par la suite. Donc, si on se ramène un petit peu plus au niveau du projet, ce qui nous intéressait, quand on regardait la littérature, on voyait beaucoup d'études ponctuelles, c'est-à-dire que par la nature de l'avancée des sciences et de la technologie, on ciblait un micro-organisme avec une condition et c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble de la réalité complexe qu'on observe dans notre environnement. Je vous ai présenté une flèche avec différentes étapes dessous. Il faut réaliser que c'est dynamique comme approche. Les bactéries n'ont pas de frontières, donc elles peuvent facilement se déplacer d'un milieu à un autre selon les conditions environnantes, selon les stress qui peuvent être présents, que ce soit de la chaleur, que ce soit des désinfectants, des différentes molécules qui peuvent altérer leur survie. Donc, les bactéries vont essayer de se déplacer pour trouver la meilleure niche pour survivre. Donc, ce qu'on voulait illustrer dans ce projet-là, c'était vraiment de faire varier différentes composantes pour voir comment elles affectent notre biofilm. Encore une fois, en gardant toujours l'image de bien voir où on est, on va être capable de bien comprendre ce qui se passe et d'intervenir vraiment de façon ciblée. Ça ne sera pas le sujet aujourd'hui du projet, mais de la présentation plutôt, mais dans le projet aussi, on considérait de quelle façon on peut intervenir directement sur les bactéries qui sont présentes dans nos biofilms. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu un peu plus grand là, de la situation qui nous concerne. Pardon.
Donc, si on regarde un petit peu plus au niveau de la ferme, les grandes questions qu'on s'est posées dans ce projet-là et auxquelles mes collègues vont répondre dans quelques instants, c'est qui est présent dans ces biofilms-là? Quel type de bactéries, de levures, de moisissures sont là? Est-ce qu'elles changent au fil du temps? Est-ce que différentes conditions vont les influencer? C'est ce qu'on va voir plus tard. Aussi, en quelle quantité elles sont présentes? Est-ce que les biofilms sont importants ou on réussit à les maintenir à un niveau assez faible pour éviter qu'il y ait des risques sur le produit et sur notre santé collective à tous? Et finalement, quelles sont leurs actions? Parce qu'on a peut-être une approche un peu négative du biofilm parce qu'il peut permettre la présence ou la survie de bactéries qui vont nous rendre malades, de bactéries pathogènes, mais il peut également avoir une dynamique positive au niveau du biofilm, à savoir des bactéries qui peuvent nous donner différentes aptitudes en transformation laitière ou encore des bactéries qui vont faire de la compétition à nos bactéries pathogènes. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que le biofilm est automatiquement négatif, mais si on le comprend bien, on va bien pouvoir utiliser ses propriétés positives et limiter ses propriétés négatives. Donc, je vous ramène à la base de notre projet qui a débuté il y a quelques années avec un plan d'échantillonnage théorique parce qu'on a eu l'arrivée d'un certain virus qui a bousculé un peu les plans et qui a compliqué la collecte d'échantillons beaucoup au niveau là, des accès aux fermes laitières parmi toutes les problématiques qu'on a vues. Donc, ce qu'on voulait, comme je vous disais, c'est faire varier différentes conditions, puis différents lieux, différents environnements, différentes aussi périodes de l'année, parce que ça aussi, ça peut avoir une influence sur les bactéries. Donc, dans le projet, on a ciblé 2 provinces, Québec et Ontario. On a également ciblé 2 saisons qui sont un petit peu variables, étant donné qu'on a eu de la difficulté, comme je disais, avec la COVID, d'avoir des arrimages parfaits. On a réussi quand même à avoir des volets de saison variables. Et finalement, des fermes laitières, mais aussi, ça ne sera pas nécessairement le focus de la présentation, mais on va vous en parler un petit peu à la fin de la présentation au niveau des fromageries. Et vous allez voir que les chiffres sont un petit peu plus faibles en réalité pour les fermes parce qu'on n'a pas réussi là, à obtenir, là, comme je disais, avec l'enjeu de la COVID. Donc, brièvement, de quelle façon on a récupéré ces échantillons-là de biofilms? Mais dans un premier temps, on utilise comme un bon vieux Q-tip, si on peut dire, adapté à l'échelle un peu laboratoire, qui va nous permettre d'aller frotter les surfaces. Ce qui est important avec les biofilms, c'est que souvent, ils vont se trouver à des endroits qui sont difficiles d'accès pour la désinfection. Il va rester beaucoup d'humidité, de l'eau qui va être là et qui va favoriser la croissance des bactéries. Donc, on s'était posé la question, quels seraient les sites les plus intéressants pour retrouver des biofilms? Et on a identifié différents raccoins, si je peux dire, du système de traite, beaucoup au niveau du manchon trayeur, tube court, tube long. Mais aussi, on s'est intéressé au lactoduc. Le lactoduc qui est désinfecté après chaque traite, mais en même temps qui peut parcourir une distance quand même intéressante et importante. Et est-ce que les désinfectants sont aussi efficaces au début ou à la fin du traitement? Est-ce que notre biofilm peut changer aussi à ces endroits-là? Et finalement, on couvrait au niveau du bassin réfrigérant et du filtre à lait pour voir un peu à différentes étapes quels micro-organismes étaient présents. On a ciblé une vingtaine de fermes, si ma mémoire est bonne, qui avaient un système similaire à ça, des animaux principalement en stabulation entravée. Par contre, on a eu quelques fermes où il y avait une traite robotisée qui était présente. Donc, c'est un petit peu différent au niveau des points d'accès. Vous voyez comme l'équivalent du petit coton-tige, les endroits où on a échantillonné. Mais l'idée reste la même, c'est toujours d'aller trouver des endroits susceptibles d'avoir des biofilms à la ferme. Donc, si je fais un résumé court, nos bactéries ont trouvé une façon de survivre dans l'environnement sous la forme d'un biofilm qui les protège.
C'est très variable dans le temps, selon l'endroit, selon les micro-organismes présents, et ça peut avoir un impact positif ou négatif sur le produit final. Ce qui m'amène donc à vous dire l'essentiel et le plus intéressant de la présentation, quels sont les résultats qu'on a obtenus. Alors, pour ce faire, je passe la parole maintenant à Gisèle, qui va nous donner les détails concernant nos populations bactériennes présentes en production laitière. Alors, à toi, Gisèle. Avant de donner la parole à Gisèle, je vais la présenter brièvement. Merci, Evelyne. Oui, merci. Désolée. Merci. Donc, comme Dr. Guévremont l'a mentionné, notre prochaine présentatrice est Dr. Gisèle Lapointe. Elle est détentrice de la chaire de recherche industrielle en microbiologie laitière du CRSNG et des producteurs de lait de l'Ontario, rejoignant le département des sciences des aliments de l'Université de Guelph en janvier 2015. Elle enseigne et mène ses recherches en biotechnologie, microbiologie alimentaire et application de la génétique moléculaire microbienne, de la génomique et de la protéomique. Elle utilise les approches système pour l'étude de l'écologie microbienne et son impact sur la qualité du lait et des aliments destinés aux humains et aux animaux. Gisèle fera sa présentation en anglais aujourd'hui. Donc, si vous voulez continuer à écouter en français, vous pouvez accéder à la fonction d'interprétation en français. Vous devez cliquer sur le globe d'interprétation au bas de votre écran, puis sélectionner l'option de langue française en coupant le son original. If you would like to listen to Gisèle present in English, please click the interpretation globe at the bottom of your screen and select off to listen to the original audio. I will now hand things over to Gisèle. Here you go. Thanks, Evelyn, for the great overview, and thank you, José, for the introduction. Evelyn, can you go to the next slide, please? Thank you. So as Evelyn introduced to you, we did try and start in 2020, although we did have some delays in sampling. And as you can see, we did almost make it to 30 farms for each sampling session. We had some farms that desisted for the second sampling. And overall, we think we came pretty close to our goal of 58. We had a total of 58 farms. And you can see that there's about 75% of these farms were operating conventional milking systems, and 25% were operating automatic milking robots. Next slide, please. So overall, when we received the samples of milk, water, and the cotton swabs that Evelyn mentioned, we counted total aerobic bacteria, and these are bacteria that grow in the presence of air in each type of sample. But for milk, we also use a total of 3 media types to grow different types of bacteria: the lactic acid bacteria that produce acid, and the heat resistant or the thermal resistant bacteria that resist the heat treatments. We also extracted DNA from duplicate samples to analyze the microbial fingerprints and see the structure of the biofilms that you'll hear about a little bit later in terms of which bacteria fungi are present in all of these 3 sample types. Next slide. So what I want to do here is focus on the swabs first, and this is in order to answer the first question that you saw that was posed by Evelyn. How many bacteria are present in the equipment on the farms? And for this, we have 2 graphs, and we can see the conventional milking systems on the left and the automatic milking systems on the right. And you can see the Quebec farms in blue and the Ontario farms in orange. And overall, yes, we did find live bacteria in all of the systems. And to give you an idea of the numbers, I've put up in the upper left-hand side, I've put 1 million. So that's 1 with 6 zeros after it, or 6 logs of living bacteria per swab. And the symbols that you see, the stars and the number symbol, they're showing where we found significant differences between the farms in each province at each type of site sample. And those sites are named along the bottom of the graph. You can see from the bulk tank all the way to the milking machine. So in the conventional systems, while the bulk tank count remained below 4 logs, so that's 10,000 bacteria per swab, and that we did the surface of the tank,
The bacterial counts in the pipelines can reach 1 million. So that's 1 with the 6 zeros. So that's 1,000 times more bacteria in the pipelines. For the automatic milking systems, the bacterial counts from the swabbing the equipment were generally lower. That you can see the bars are lower, except for the cleaning cups and brushes. But the counts were slightly higher in the automatic systems in Ontario. So what we conclude from this is that the accumulation seems to happen more in the most inaccessible places. Next slide, please. We also compared the 58 commercial farms with 2 on-farm dairy processors. And we can see that in Quebec, which is on the left-hand side, the 2 types, so we have the commercial in blue and the on-farm dairy processor in yellow. And you can see they have mainly similar counts along the system. However, in Ontario, the milking system of the on-farm processor showed a trend of higher counts than the commercial farms. And this may be because this graph shows averages of all of the samples that were taken. So for the commercial farms, we had 2 sampling periods, but for the on-farm processor, we did a series of 6 months over a 6-month period. And during this period, we did observe the buildup of biofilm over the time that we were sampling. And this required more intensive sanitation procedures and some maintenance on the hoses where we found high counts. The next slide, please. Now, for the question of who is there in the equipment, in this first step, we use a technique called PCR to detect 4 groups of bacteria. We looked at the spore-forming bacteria, which are involved in spoilage, but they're also heat resistant. We looked at mastitis organisms such as Streptococcus, and then a cold-loving bacterial species, Pseudomonas, which is involved a lot in spoilage. And finally, the enterobacteria, which indicate fecal or bedding contamination. You'll see more details on the DNA profiles in a few minutes with Alexandre, but just to give you a teaser, can you move to the next slide, please? I'll give you some ideas about the PCR amplification of these 4 groups of bacteria before Alexandre gets into the details. So we can see in this table, if we just look at the first line of Bacillus clostridium, those are the spore formers, and they were present in milk from Quebec in both seasons. So you can see fall and late spring and summer. But mainly in winter for the Ontario farm. So in Ontario, there seemed to be a seasonal effect that you can see there for low numbers of farms having the spore formers during the summer period. There was no effective season on the mastitis organisms in milk from Quebec farms, pretty well equal between the 2 seasons, but Streptococcus was more prevalent in winter in milk from the Ontario farms. And for the last 2 bacterial groups that you see grouped here, you can see that the milk from all the farms in Quebec contained Pseudomonas and enterobacteria, while these bacteria were not detected in milk from some of the Ontario farms. So you can see that it's not present on all farms. So these are numbers, total numbers of positives versus the percentage of farms that were positive. So in Ontario, the fecal bacteria seem to be more prevalent in the automatic milking systems in the summer. You can see the 78%. And this type of data can help us pinpoint the types of problems that may be cropping up on some of these farms. Next slide, please. So overall, we can recommend that if the accumulation of milk residue can be prevented by sanitation, then this will make it more difficult for biofilms to grow in the milking systems. And that regular maintenance on the rubber gaskets and the silicone hoses is essential in order to keep biofilms from growing on these types of materials. And now you can see that I'll pass it over to José to introduce Alexandre. Thank you, Giselle. Super interesting again. We will now resume this presentation in French. If you would like to continue listening in English, you can, as at the beginning, access the English interpretation feature by clicking on the interpretation globe at the bottom of your screen. Select the English language option and mute the original audio. Si vous souhaitez écouter en français, veuillez cliquer sur le globe d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner Désactiver
pour écouter l'audio original. Comme Gisèle l'a mentionné, notre prochain présentateur est Dr. Alexandre Kenang. Alexandre a obtenu sa licence et sa maîtrise en biochimie au Cameroun. Son intérêt pour la microbiologie et sa passion pour la recherche l'ont amené à poursuivre ses études doctorales à l'Université Laval à Québec, sous la direction de Dr. Denis Roy, que j'ai mentionné plus tôt, et la co-direction de Dr. Gisèle Lapointe, qui vient de présenter. Son projet de recherche au doctorat portait sur l'étude de l'impact des fourrages et d'inoculants commerciaux sur la microbiote du lait cru des vaches, et il est actuellement stagiaire postdoctoral au laboratoire de génomique microbienne de l'Université Laval, où il étudie la diversité des biofilms microbiens à la ferme et à la fromagerie. À vous la parole, Dr. Kenang. Merci beaucoup, José, pour sa présentation. Et je remercie également Evelyne et Gisèle pour leur participation. Je vais poursuivre avec l'analyse métataxonomique des biofilms dans les systèmes de traite conventionnels et robotisés. Vous avez vu les résultats présentés par Gisèle qui venait en fait d'une approche d'analyse des bactéries qui est basée sur les cultures en milieu solide. L'approche métataxonomique utilise le séquençage à haut débit de l'ADN génomique pour identifier et quantifier en termes de quantité, d'abondance relative, toutes les bactéries présentes dans un échantillon, donc dans un échantillon de biofilms. Cette technique permet d'obtenir des données massives qui sont complexes et dont l'analyse et l'interprétation permettent d'obtenir de nombreux résultats facilement compréhensibles. D'ailleurs, pour rendre cette présentation plus digeste, diapo suivante, s'il vous plaît, nous allons parler de quelques notions de diversité clés que sont la diversité alpha et la diversité bêta. Lorsqu'on analyse le microbiote dans un seul échantillon, on parle de diversité alpha. La diversité alpha, elle peut se représenter par la richesse, qui est le nombre d'espèces présentes dans une communauté bactérienne ou bien microbienne. Elle peut aussi se représenter par l'abondance en termes de quantité ou bien de proportion de chaque espèce présente. Et on parlera de diversité spécifique, qui généralement est nommée diversité alpha, qui va décrire la richesse et l'abondance de l'ensemble des espèces présentes dans cet échantillon en question. Je vous ai présenté ici deux figures, une à gauche et une à droite. On va commencer par celle de gauche. Le cercle comprend des points. Les points représentent les bactéries et les espèces de bactéries sont représentées par les couleurs. Donc, dans le biofilm A, par exemple, qui est représenté par le cercle nommé A, on a 8 bactéries de 2 couleurs différentes. On a donc 2 espèces. Dans l'espèce B, dans le biofilm B, on en a également 8, mais avec 8 bactéries, mais avec plusieurs espèces, au total 4 de couleurs différentes. En termes de diversité, on pourra dire que l'espèce B, qui contient 4 espèces, autant pour moi, est plus riche que l'espèce A, que le biofilm A, et parce qu'elle contient beaucoup plus de bactéries qui sont équitablement distribuées, on peut le dire ainsi, elle est beaucoup plus diversifiée que le biofilm A. À droite, on a le biofilm A et B, mais cette fois avec beaucoup plus, une population bactérienne plus dense. Mais dans le biofilm A, on a plutôt 3 couleurs, dont 3 espèces bactériennes. Et dans le biofilm B, on a 4 couleurs, donc 4 espèces bactériennes. Contrairement à la première image de gauche, le biofilm B est plus riche, mais beaucoup moins diversifié que le biofilm A. Lorsqu'on analyse maintenant les communautés microbiennes dans deux échantillons différents, ou bien dans 2 biofilms différents, ou bien dans des groupes d'échantillons, dans différents groupes d'échantillons, on parle de diversité bêta. Cette diversité bêta représente la différence en termes de composition en espèces entre plusieurs communautés.
Cela se traduira dans la suite de la présentation par la structure des microbiennes des populations qui constituent le biofilm. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ainsi, en termes de diversité alpha, c'est-à-dire la diversité dans chaque échantillon, on a pu identifier environ 15 à 559 espèces bactériennes dans la treilleuse, alors que pour les champignons microscopiques, les levures et les moisissures, les espèces microbiennes variaient de 1 à 68. Dans le lactoduc, on est allé jusqu'à identifier environ 630 espèces bactériennes et jusqu'à 166 espèces de fongies. Dans le filtre à lait, les biofilms multi-espèces pouvaient contenir jusqu'à 543 espèces bactériennes et 32 espèces de fongies, alors que dans le bassin réfrigérant, on pouvait atteindre 512 espèces bactériennes et environ 46 espèces de fongies. La pause suivante, s'il vous plaît. Ça, c'était pour la ferme conventionnelle. Dans la ferme robotisée, par contre, on a des résultats différents et on peut voir qu'au niveau de la treilleuse, du moins l'équivalent au niveau de l'appareil de trait, on peut atteindre jusqu'à 623 espèces bactériennes et environ 54 espèces de fongies. Là, au niveau de la brosse, la population est plus diversifiée. On a pu identifier jusqu'à 615 espèces de bactéries et 95 espèces de fongies. Et puis, au niveau du gobelet, on a jusqu'à 326 espèces bactériennes contre 35 espèces de fongies. Au niveau du filtre à lait, on a pu identifier 463 espèces de bactéries contre 72 fongies. Et au niveau du réservoir tampon, on a pu identifier jusqu'à 262 espèces bactériennes et 27 fongies. Et enfin, dans le réservoir réfrigérant, on a jusqu'à 148 espèces bactériennes contre 14 espèces fongies. Remarquez bien que parfois, on a juste une espèce. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir 0 espèce dans ces recoins du système de traite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, je vous présente une illustration de la diversité bêta dont je vous ai parlé tantôt. Et elle a été analysée soit dans les fermes conventionnelles et aussi dans les fermes robotisées. Et il en ressort de cette analyse que la treilleuse contient des biofilms dont la composition est significativement différente de celle qu'on retrouve dans le lactoduc, le filtre à lait et le bassin réfrigérant. Par ailleurs, la treilleuse, le lactoduc, le filtre et le bassin présentent des communautés microbiennes dans leurs biofilms qui sont significativement différentes des communautés microbiennes trouvées dans le lait cru ou bien dans l'eau courante qui est utilisée au niveau de la ferme. Nous avons aussi remarqué dans nos résultats que la période d'échantillonnage influençait l'abondance, le type de micro-organismes contenus dans les biofilms et aussi affectait la structure microbienne des biofilms. Ceci était valable aussi bien pour les bactéries que pour les champignons microscopiques. Et des résultats semblables ont également été observés au niveau des fermes à traite robotisées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, je vous présente les résultats issus de la comparaison des systèmes de traite conventionnels et robotisés. Je vais commencer par les bactéries. Et on peut voir qu'à l'automne, dans la figure de gauche, en comparant les compartiments presque équivalents dans les systèmes de traite robotisés et les systèmes de traite conventionnels, on remarque qu'au niveau de la treilleuse, les communautés microbiennes des biofilms sont significativement différentes dans le système de traite conventionnel par rapport au système de traite robotisé. Il en est de même pour les communautés microbiennes présentes dans les réservoirs de lait. Par contre, au niveau du filtre, on n'a pas obtenu des résultats, des différences significatives.
Cependant, en été, il y a comme une inversion de tendance, presque, bien qu'on observe, comme précédemment, des différences significatives au niveau de l'appareil de traite et au niveau du réserve, et au niveau du filtre à lait, on n'a par contre aucune différence significative au niveau des réservoirs de traite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Après avoir parlé des différences de structures entre les communautés microbiennes, on se demande quelles sont les bactéries présentes. Au lieu de vous présenter toute la panoplie de bactéries retrouvées, nous avons choisi de les diviser en bactéries d'intérêt, en bactéries d'altération et en bactéries pathogènes. À gauche, on a des bactéries d'intérêt et on remarque que dans les fermes à traite conventionnelle, les plus abondantes retrouvées dans les biofilms sont surtout les cocuria et les lactocaseibacillus, alors que dans les fermes à système de traite automatique, ce sont surtout les corinébactéries et les aérocoques qui sont les plus abondantes. Pour ce qui est des bactéries d'altération, dans les fermes conventionnelles, ce sera surtout les pseudomonas et les staphylocoques qui sont les plus abondantes dans les biofilms, alors que dans les systèmes à traite robotisés, ce sont surtout les bacilles, les bacillus et dans une moindre mesure les pseudomonas qui sont les plus abondantes. Bien sûr, vous avez la liste de toutes les autres bactéries qui sont les plus abondantes qui ont été identifiées. Par contre, pour ce qui est des pathogènes, on peut remarquer, si on regarde l'échelle, que les pathogènes sont beaucoup moins importants, mais on a quand même pu détecter beaucoup plus de staphylocoques et de brucella dans les fermes à traite conventionnelle, alors que dans les fermes à traite robotisées, les pathogènes sont beaucoup moins importants, mais il y a quand même une abondance assez significative de staphylocoques et aussi des mycobactériums. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les levures et les moisissures, nous avons fait des comparaisons presque identiques à celles précédentes, mais à l'automne et à l'été. À l'automne, à gauche, on remarque qu'il y a des différences significatives dans tous les compartiments équivalents, comme la treilleuse, le filtre à lait et le réservoir à lait. Et pareil, en été, on a aussi des différences significatives dans tous ces mêmes compartiments, que ce soit quand on compare ces compartiments dans les systèmes conventionnels et les systèmes robotisés. Une fois de plus, on voit encore l'effet de la période d'échantillonnage sur la qualité ou bien sûr la population microbienne présente qui constitue les biofilms. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme précédemment, on a essayé de voir qu'est-ce qui se retrouve dans ces biofilms et on a remarqué que pour les levures, les plus abondantes dans les systèmes conventionnels sont surtout les candidats, les Debaromys et puis dans une moindre mesure les cutanéotrichosporons, alors que dans les systèmes à traite robotisés, ce sont surtout les Wittkammelia et les cutanéotrichosporons qui sont les plus abondants. En ce qui concerne les moisissures, dans les systèmes à traite conventionnels, ce sont surtout les Didymela et d'autres espèces comme Cladosporium qui sont les plus abondants, alors que dans le système à traite robotisé, on a une très grande abondance de Penicillium, de Cladosporium et surtout des Cladosporium. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, je vous présente le réseau de concurrence des bactéries retrouvées dans les micro-organismes, dans les biofilms du lactoduc, à titre d'illustration. On pourrait le faire aussi pour d'autres compartiments du système de traite, mais on a choisi le lactoduc juste à titre illustratif. Les points verts représentent les bactéries et les points oranges, les levures et les moisissures.
on constate que ces points sont répartis en 4 groupes qui sont encore appelés des modules dans le réseau et que ces bactéries et les lévures sont liées entre elles par des traits de couleur bleue qui représentent la co-occurrence et les couleurs rouges qui représentent la co-exclusion. De prime abord, on peut remarquer qu'il y a plus de co-exclusion que de co-occurrence. C'est quoi la co-occurrence? La co-occurrence peut se traduire par une présence simultanée des bactéries dans le biofilm, ou bien une coopération des bactéries présentes, ou encore une alimentation, peut résulter encore d'une alimentation croisée, ou bien d'une co-suivie. Ça, ce sont des traits bleus. Et pour les traits rouges qui représentent la co-exclusion, ça peut être un résultat de l'inhibition d'une bactérie contre une autre, ou bien de la compétition entre les micro-organismes, ou encore une surpopulation. Ce réseau est particulièrement intéressant dans la mesure qu'il peut permettre de mieux comprendre comment les bactéries persistent dans l'environnement laitier. En effet, par analogie, on peut voir que dans les réseaux sociaux, il y a des éléments qui peuvent être identifiés comme des influenceurs qui sont très, très connectés à plusieurs personnes. Et ce réseau présente la particularité que certaines bactéries sont très connectées à plusieurs autres bactéries. Et ces bactéries-là sont clés dans le réseau parce que non seulement elles sont connectées à plusieurs bactéries, elles permettent aussi de connecter les modules. Comme par exemple, présentement, nous avons 4 modules. Elles permettent de connecter les modules entre eux et ainsi de consolider le réseau de bactéries ou bien de micro-organismes présents dans le biofilm. Et la conséquence peut être la persistance du biofilm et aussi un incident ou bien un impact sur la qualité du lait ou bien des produits laitiers. Donc, l'étude des bactéries clés qui sont plus connectées aux autres peut permettre de diminuer la fréquence ou bien la prévalence de ces bactéries-là et ainsi de moduler le microbiote des biofilms vers un biofilm positif ou bien bénéfique pour la qualité microbiologique du lait ou bien pour la qualité des produits laitiers. Diapo suivante. Nous avons, en plus de l'analyse des biofilms, analysé la composition microbiologique du lait cru et de l'eau. Et dans la province de Québec, nous avons remarqué que le lait cru était, dans les fermes conventionnelles, était surtout possédait une population microbienne dominée par Serratia et les Pseudomonas, alors que dans le système à traite robotisé, en plus de Serratia et Pseudomonas, on avait d'autres bactéries comme les lactobacilles, les lactocoques, autant pour moi, qui sont apparus abondants, alors que dans l'eau courante, on a à la fois les Serratia, les Pseudomonas, les Ribobacter, Procerella, qui sont plus abondants dans les fermes conventionnelles et pareillement dans les fermes à traite robotisée, à l'exception de Thermus, la bactérie Thermus qui a présenté une abondance relative assez élevée. Dans les fermes de l'Ontario, à droite, nous avons remarqué une abondance particulière de Stenotrophomonas dans le lait, dans les fermes conventionnelles, alors que dans les fermes à traite robotisée, il y avait en plus de Stenotrophomonas, les bactéries telles que Paracubacteria et les streptocoques. Par contre, dans l'eau, ce sont surtout les Paracubacteria et les Phaseriphaserius qui étaient plus abondants dans les fermes conventionnelles, alors que dans les fermes robotisées, en plus de ces 2 bactéries, on a vu l'apparition de Sulfiri thalea qui s'est illustrée comme une bactérie dominante par rapport aux autres bactéries. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour finir, nous avons comparé le microbiote des biofilms à celui du lait et aussi le microbiote de l'eau à celui des biofilms et à celui du lait. Donc, brièvement, nous avons observé par l'analyse de ces comparaisons en vue de déterminer quelles sont les bactéries potentiellement transférées du
des biofilms vers le lait cru, nous avons déterminé que environ 30% des bactéries présentes dans le lait proviendraient de biofilms et que 7% de ces bactéries présentes dans le lait proviendraient également de l'eau. Dans les fermes, ça c'est pour les fermes conventionnelles, dans les fermes robotisées, nous avons obtenu des résultats pareils qui sont semblables à ceux obtenus dans les fermes conventionnelles. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et ceci illustre les bactéries les plus abondantes présentes dans le lait qui sont susceptibles de provenir de biofilms. On a surtout des Cupriavidus, des Cocuria et des Meiotermus qui sont significativement abondants dans le lait comparé aux biofilms. Et on remarque que les principaux contributeurs de ces bactéries-là sont les réservoirs et le filtre à lait. On a quand même toutes ces bactéries qui sont représentées, mais à faible échelle, dans la treilleuse et le lactodium. Voilà en gros les résultats obtenus par la méthode taxonomie. Et je vais passer la parole à José pour l'introduction des méridiens. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Beaucoup d'informations pour nos participants, je pense. Comme vous l'avez mentionné, notre dernière présentatrice aujourd'hui est Dr. Mérélie Gagnon. Mérélie a obtenu son baccalauréat en biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle s'est ensuite spécialisée en microbiologie agroalimentaire en effectuant une maîtrise à l'Université Laval. Lors de ses études doctorales sous la supervision de Denis Roy et Yvan Chouinard, elle s'est intéressée à l'impact des pratiques de gestion à la ferme sur la qualité du lait. Elle a ensuite coordonné le projet sur les biofilms dans le cadre de son stage postdoctoral. À vous, Dr. Gagnon. Merci, José, pour la présentation et au précédent conférencier. Donc, on peut avancer la présentation. Encore. Donc, moi, je vais vous présenter un aperçu des résultats qu'on a eus sur la caractérisation des biofilms à la frontière. Suivant. Donc, comme on l'a vu précédemment, on s'intéressait à savoir si les biofilms étaient vecteurs de micro-organismes pour le lait. Et comme Alexandre nous l'a démontré, ainsi que Gisèle, on avait bien là un transfert potentiel finalement là, de micro-organismes vers le lait. Puis ensuite, là, on s'est intéressé à savoir si c'était un peu la même chose en fromagerie. Donc, est-ce que les micro-organismes retrouvés dans le lait allaient pouvoir venir s'installer, former des biofilms, puis se retrouver dans les produits transformés par la suite. Suivante. Il va y avoir d'animation encore. Encore, merci. Donc, pour cela, on a décidé de caractériser les biofilms dans les fromageries. Donc, on a eu la chance d'avoir 2 fromageries industrielles, une au Québec et une en Ontario, dont une usine produisait du fromage frais et l'autre produisait du fromage à pâte ferme. On a pu les échantillonner à 2 reprises. Puis, comme un peu Gisèle vous a présenté précédemment, on a aussi inclus des fromageries à la ferme, donc des fromageries de type artisanal, encore une fois, une au Québec et une en Ontario, qu'on a pu échantillonner sur une période de 6 mois, donc à plusieurs reprises. On avait une fromagerie qui produisait du lait cru et une autre qui produisait du fromage au lait cru, excusez-moi, et une qui produisait du fromage avec du lait pasteurisé. Donc, nos échantillonnages qui ont été faits sur nos fromageries, c'est un peu le même type d'échantillonnage qui a été fait sur les fermes, c'est-à-dire qu'on a pris des écouvillons pour échantiller le biofilm sur nos différentes surfaces là, des équipements à la fromagerie. Diapositive suivante. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les résultats en détail, je vais vous présenter un peu un aperçu des résultats. Qu'est-ce qu'on trouve important de retenir de notre projet? Donc, dans la fromagerie industrielle, la présence des biofilms était vraiment plus sporadique que dans les fromageries artisanales. Dans le fond, dans les fromageries artisanales, on était en mesure de
de retrouver là, des biofilms sur à peu près tous les équipements et à plusieurs reprises, tandis que dans les fromageries industrielles, c'était un peu plus difficile, puis on avait quelques difficultés à récolter des échantillons pour les détecter de manière de pouvoir les caractériser microbiologiquement. Ce qui est intéressant, on a quand même vu qu'on était en mesure de détecter des bactéries résistantes à la chaleur dans les biofilms à la fromagerie. Ça veut donc dire que même si on travaille avec du lait qui a subi soit une pasteurisation, une thermisation, on peut avoir quand même des bactéries qui vont survivre et qui vont pouvoir soit créer leur propre biofilm ou s'installer dans des biofilms déjà présents. Comme un peu à la ferme, en fromagerie, on a détecté des biofilms sur différents types de surfaces. Donc, nos biofilms laitiers ne sont pas difficiles, ils peuvent se développer sur le bois, le nylon, le plastique et même l'acier inoxydable. Un résultat intéressant qu'on a obtenu, c'est qu'il y a une charge microbienne plus élevée qui a généralement été retrouvée sur les surfaces en contact avec le lait. Ça fait du sens parce que le lait a une plus grande charge microbienne élevée, donc plus de chances que les bactéries adhèrent. Par contre, comme ça a été mentionné précédemment, c'est pas parce qu'on a un biofilm qui est présent qui est nécessairement négatif. Parce que ce qu'on a vu sur nos fermes fromageries, c'est que le biofilm va participer au microbiote de la fromagerie, surtout dans le cas de nos fromageries artisanales. Donc, les biofilms vont participer à la typicité des fromages et ils vont justement participer au produit. Par contre, il faut faire attention parce qu'on a pu détecter des micro-organismes qui étaient pathogènes ou des micro-organismes d'altération dans ces biofilms. C'est là où les réseaux d'occurrence, comme Alexandre nous a présenté, vont nous aider dans les futurs projets à bien comprendre comment on peut favoriser le développement d'un biofilm positif dans les fromageries. Finalement, il faut garder en tête que l'élimination rapide et au maximum des résidus laitiers vont participer au contrôle des biofilms. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le lait, s'il y a des résidus laitiers sur les surfaces, ça peut permettre à certains micro-organismes d'adhérer plus facilement à ces surfaces-là et ils vont pouvoir ensuite croître en tant que biofilm. Donc, un peu comme le brossage de dents qu'Evelyne nous parlait au début, c'est important d'éliminer au maximum nos résidus laitiers. Diapositive suivante. Encore une fois. Donc, on a pu indiquer qu'on avait un passage des micro-organismes du lait vers nos fromages en fromage. Donc, pourquoi je n'ai pas été en détail, c'est que grâce au Forum technologique Novalet et au Conseil des industriels laitiers du Québec qui organisent l'école d'été, je vais présenter une conférence de 30 minutes qui va détailler les résultats qu'on a obtenus en fromagerie et ça aura lieu le 13 juin prochain. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la conférence. Diapositive. Donc, je termine le webinaire et ma présentation en remerciant, comme mentionné précédemment, les personnes qui ont travaillé très fort pour obtenir ces résultats et dont Gisèle, Denis et Evelyne pour l'écriture du projet. J'aimerais aussi remercier grandement les transformateurs laitiers et les producteurs laitiers qui nous ont ouvert les portes pour le projet. Grâce à eux, on a pu avoir ces résultats et il faut se rappeler que c'était en pandémie, donc ce n'était pas une situation nécessairement facile. Et il y a des DFO qui nous ont grandement aidé au recrutement des fermes ainsi que Novalet. Donc, voilà ce qui termine ma partie. Merci beaucoup, Mérélie, pour cette excellente présentation et merci à tous nos présentateurs. Par manque de temps, on va passer au-delà de la
période de questions, mais je vous invite à contacter soit les chercheurs ou des membres de l'équipe d'ACER si vous avez des questions brûlantes sur les biofilms. Personnellement, j'ai vraiment apprécié la présentation en français, donc j'espère que ça a été la même chose pour vous. Merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui. J'aimerais mentionner que le prochain webinaire aura lieu le 7 juin à 13h heure de l'Est avec, je vais essayer de faire ça comme il faut, Flavio Schenkel de l'Université de Guelph et son équipe de recherche. La promotion du prochain événement sera bientôt partagée, même je crois peut-être dans le chat déjà. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Puis, je vous remercie une dernière fois d'être venu et j'espère de vous revoir lors de nos prochains événements. Bonne fin de journée.